sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud, mais aussi sur la web TV du Journal Toulousain pour votre rendez-vous mensuel Zoom sur l'actu, une autre manière de discuter, d'échanger, de dialoguer sur l'actualité avec nos chroniqueurs habituels, Johan Rovita, Rémi Vincent, Nicolas Laforgue. Johan Rovita. Salut Thomas. Alors on vous présente comment maintenant, Johan? Eh bien tu me présentes comme tu veux, comme militant. Comme jeune pop Oui. Très bien. Un jeune militant, jeune pop. Soutien de Jean-Luc Moudenc. Soutien de Jean-Luc Moudenc pour les élections municipales toulousaines. Rémi Vincent. Salut. L'homme aux multiples casquettes. Voilà. Toujours au bureau départemental du Parti de gauche. Oui, je suis à la direction départementale du Parti de gauche, membre du Front de gauche. Et donc également porte-parole de la campagne de la liste La Gauche Rassemblée à Colomiers. Exactement. Nicolas Laforgue, Bonjour. toujours chanteur du groupe Bourri qui court Toujours. et toujours animateur du blog politique Petit Journal d'un mec de gauche Exactement. que vous retrouvez sur internet. Voilà. Messieurs, êtes-vous prêts à accueillir notre invité politique du mois, Rémi? Oui, toujours. François Chollet, bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue ici autour de la table pour affronter nos chroniqueurs. Donc François Chollet, on peut dire que vous êtes l'ancien président délégué de la communauté à l'époque d'agglomération, maintenant qui est devenue communauté urbaine, ancien adjoint donc de Philippe Douste-Blazy et de Jean-Luc Moudenc, aujourd'hui président du groupe Toulouse Métropole d'Europe à la communauté urbaine. La première question que je voulais vous poser, François Chollet, c'est que vous êtes un médecin très réputé dans votre spécialité. Vous n'aviez pas besoin de la politique pour vivre. Pourquoi cet engagement? Tout simplement parce que j'aime ma ville et puis j'aime la chose publique. Je m'intéresse au devenir de mes concitoyens, au devenir des institutions, au devenir de la démocratie, au devenir de la parole publique, au devenir de l'action publique. Et il me semble que quoi de mieux que de prendre le risque de s'engager pour le défendre avec une activité professionnelle à côté, oui, je la garde, très, très certainement, pour défendre Toulouse et les Toulousains. Alors vous avez décidé donc d'être le colistier de Jean-Luc Moudenc à Toulouse. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que Jean-Luc Moudenc a acquis une légitimité qui va bien au-delà de son parcours précédent de maire. Il est député, et puis surtout depuis 5 ans, et malgré les divergences que nous avons pu avoir à un moment donné, c'est quelqu'un qui a bâti, qui a construit, qui a investi, qui a approfondi une connaissance de Toulouse, qui a approfondi une connaissance des dossiers et des personnes, et autour duquel j'ai eu plaisir à me rassembler. Alors Nicolas va vous poser la première question, Nicolas, sur la question de l'engagement de François Chollet. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose moi, qui m'intéresse dans la chose politique. C'est le pourquoi de faire de la politique à un moment donné. J'ai regardé vos vidéos faites par l'UMP sur la présentation des listes. Et, alors qu'on remette en perspective, c'était des petits clips vidéo de présentation de chaque candidat pour les élections internes à l'UMP qui étaient là pour désigner les personnalités de l'UMP qui seront sur la liste de Jean-Luc Moudenc. Voilà, exactement. Et donc les deux thèmes mis en avant, c'est sécurité et transport. Et je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que quand vous êtes engagé en politique, il y avait autre chose que la sécurité et le transport. Et moi, c'est ça qui m'intéresserait, quoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une des raisons de la crise politique actuelle, c'est l'absence d'idées développées, d'idées politiques, de vraies idées politiques, avec des penseurs, avec des références. Avant, on avait des politiques qui se présentaient avec des références. Le pourquoi ils se sont mis à faire de la politique, c'est parce qu'ils avaient écouté Jaurès, parce qu'ils avaient écouté De Gaulle, parce qu'ils ont... Voilà. Et moi, c'est ça moi, qui m'intéresse chez les gens qui se présentent. Et donc, j'aimerais savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de la politique? Et je suis persuadé que c'est pas que ça, quoi. Pas que la sécurité et le transport. Alors d'abord, il y a un pragmatisme autour de sécurité et transport. C'est une forte demande de la part des Toulousains. Moi, je ne peux pas y être insensible. Personne ne peut y être insensible aujourd'hui. Et donc, il est naturel que je puisse mettre en avant ces préoccupations-là.
Alors ce que vous dites, c'est que c'est pas forcément tout, ça résume pas tout. Ton engagement, évidemment que ça résume pas tout. Si on s'engage en politique, c'est parce que on essaie d'avoir une approche un peu globale des problèmes, une vision un peu globale des choses, avoir des idées sur le devenir de cette ville, sur le devenir de l'agglomération, sur ses forces, sur ses faiblesses, sur ses qualités, sur ses défauts. C'est finalement, effectivement, une affection pour un terroir, pour un territoire qui, quelque part, guide l'idée. Alors, pour sortir des sentiers battus et du cadre, puisque vous me faites sortir du cadre, oui, moi, c'est vrai que j'ai une vision de cette agglomération qui va probablement au-delà de la sécurité des transports, parce que, même si aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont fondamentaux. Oui, je crois qu'il y a une vraie richesse dans cette ville, dans cette agglomération. Il y a une richesse que l'on retrouve à tous les niveaux. Il y a une richesse au niveau humain, j'allais dire, au niveau du bien vivre, au niveau de la qualité de vie. Il y a une culture toulousaine, il y a une spécificité toulousaine que j'aime. Vous n'avez pas dit identité toulousaine. Je crois qu'il y a une identité toulousaine, oui, il y a une identité. Non, je dis ça parce que vous savez la polémique qu'il y a autour du terme, puisque vous avez été raillé par les socialistes toulousains parce que vous avez utilisé le terme identité toulousaine. Oui, mais je veux bien l'accepter, le réutiliser devant vous si vous voulez, ce terme d'identité toulousaine, parce que je trouve qu'il exprime bien, sans arrière-pensée, une spécificité toulousaine. Puis Toulouse, c'est aussi des richesses, parce que Toulouse, c'est un monde universitaire extrêmement novateur. Ce sont des entreprises, c'est la création de la richesse par le travail, ce sont des valeurs qui sont des valeurs autour desquelles on se retrouve. Et c'est vrai que, au-delà de la problématique aiguë et fondamentale des transports et de la sécurité dont nous devons parler aujourd'hui, d'après ce que vous m'avez dit, il y a autre chose, il y a le développement de Toulouse en général qui nous intéresse. Oui. Alors justement, on va entamer le chapitre des transports. J'allais dire que c'est presque le sujet de ce début de campagne, parce que Jean-Luc Moudin a fait plusieurs propositions qui ont été médiatisées. Johan, première question. Oui, alors François Chollet, on sait aujourd'hui que donc, Toulouse est la 6e ville la plus embouteillée de France, la 21e ville au niveau européen. En moyenne, un Toulousain perd 39 minutes par jour dans les bouchons. On enregistre aujourd'hui l'émission à Muret, c'est une catastrophe pour venir ici. Le taux de congestion est de 26%, c'est-à-dire que par rapport au trajet initial, il est 26% plus long. On connaît le dogmatisme de la gauche, de l'extrême gauche et des écolos sur la question. Croire d'ailleurs que ces gens-là n'ont pas d'enfants, vont travailler à pied et ne travaillent que pendant les horaires du métro. J'aimerais savoir quels sont selon vous les axes d'amélioration qu'il faudrait amener et concrètement, qu'est-ce que vous répondez aux Toulousains qui n'en peuvent plus de perdre autant de temps dans les transports? Alors je crois qu'il faut une approche globale et une approche pragmatique. Il y a plusieurs thèmes qui ont été évoqués. Il y a la question de la deuxième rocade que Jean-Luc Moudin a avancée et qui sera un des thèmes sur lesquels nous nous battrons, parce que nous pensons que c'est une nécessité pour cette ville. Et puis au-delà de ça, il y a une approche globale, j'allais dire, efficace et sans dogmatisme des transports. N'allons pas mettre face à face les partisans des transports en commun et les partisans de la voiture. Il n'y a pas de guerre de tranchées à faire entre les transports en commun et la voiture. N'allons pas non plus culpabiliser l'automobiliste qui prend sa voiture pour aller travailler. Les Toulousains ne prennent pas leur voiture le matin par plaisir. Ils la prennent pour aller amener les enfants à l'école, ils la prennent pour aller travailler. Et de la même manière, donc nous, ce que nous pensons dans cette approche globale, et c'est ce que Jean-Luc Moudin défend, c'est qu'il faut à la fois développer les transports en commun, et notre histoire plaide pour ça, pour cette capacité à le faire, mais aussi faire la place à l'efficacité, et les transports en commun ne régleront pas tout, et donc il y a d'autres modes de transport dont fait partie la voiture, certainement. Rémi, autre question, alors je crois que Rémi va entrer dans le détail. Non, pas spécialement, parce qu'il ne faudrait pas endormir les gens qui nous écoutent, mais comme moi je suis entièrement d'accord sur le constat politique, qui est que ça va être un sujet central de la campagne, en tout cas pour... Ça l'est déjà. Et ça va, je pense que ça va monter, et c'est légitime, en tout cas pour les listes qui se présentent à Toulouse, parce qu'il y a un réel problème de transport sur l'agglomération toulousaine. Jusque-là, on est tous d'accord avec ça, et ça ne sert à rien de montrer du doigt certains qui seraient soi-disant dogmatiques en ne voulant pas aborder le sujet.
il y a des positions raisonnables à droite et à gauche sur le constat de ce problème-là de congestion et de beaucoup trop de temps qu'on prend dans les bouchons le matin. La question c'est, il n'y a pas de guerre de tranchées comme vous dites, mais il y a des choix de priorité à faire. Et le choix d'une deuxième rocade ou alors d'un grand contournement de Toulouse. Alors après, là voilà, la droite a toujours pas tranché, je pense qu'ils sont pas bien au clair sur ce qu'ils veulent faire, parce qu'une rocade et un contournement, c'est pas la même chose. Une rocade, c'est pour le trafic des Toulousains qui vont au boulot, ou de l'agglomération qui va au boulot le matin, et le grand contournement, c'est pour le transit. Donc ce serait pour désengorger la vallée de Toulouse, on va dire, de ce trafic-là. On ne sait toujours pas exactement de quoi il parle. Le tracé n'est pas encore fixé, donc moi j'ai un petit doute sur l'état d'avancée de leur expertise. Il va arriver, Jean-Luc Moudin qui a annoncé qu'on aurait le tracé. Oui, mais enfin, on en parle depuis avant 2008, même de ce projet-là, il n'y a toujours pas de tracé. Donc première question, est-ce que vous avez déjà des pistes à nous donner sur ça? Et puis surtout, je vous apprends pas qu'on est dans une période d'austérité, de rigueur, que les collectivités territoriales sont prises à la gorge, que l'État ne donne plus autant de dotations à ces collectivités qu'avant. Le conseil général va-t-il subventionner tel ou tel projet, conseil régional, que va payer la mairie, que vont payer les communes hors agglomération? Si on pouvait aussi avoir des pistes sur ce projet qui, il faut rappeler, la fourchette basse c'est à peu près 600 millions et la fourchette haute ça peut aller jusqu'à 1,5 milliard. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre cet argent dans le développement des transports en commun par exemple? En tout cas voilà, si on peut avoir des pistes et sur le tracé et sur les sources de financement, ce serait intéressant. Ça fait beaucoup de questions, mais juste sur la première que Rémi a posée, est-ce que vous avez tranché? Est-ce qu'on parle de double rocade ou de contournement? Non, je ne vais pas vous donner ce soir le tracé, ni la précision, et je laisserai Jean-Luc Moudin le faire, ça fait partie de ses prérogatives et je pense que ça fait partie de son programme. Je veux simplement dire deux mots sur le concept. Le concept de deuxième rocade ou de grand contournement, comme vous voulez, c'est effectivement d'abord pour le trafic de transit. On est d'accord, mais il ne vous échappe pas qu'il existe entre la rocade et le périphérique un espace qui peut être desservi par la deuxième rocade ou le grand contournement. Donc c'est une question de distance entre le périphérique et la deuxième rocade, plus qu'une question de fonctionnalité. La question centrale est à combien de kilomètres de Toulouse? Voilà, donc les bases de la discussion sont celles-là. Ensuite, il y a le tracé, il y a d'où à où, ça c'est, et avec quel circuit, avec quel financement, avec quel calendrier aussi de réalisation. Ça, je crois que c'est un projet qui a été abandonné par manque de soutien politique, a dit. Oui, par manque de soutien local, mais qui a vraiment sa place aujourd'hui. Mais d'ailleurs, regardez, toutes les grandes villes de France sont soumises à ce problème-là et le résolvent avec une deuxième rocade. Ça va se faire à Bordeaux, ça s'est fait à Lyon, Marseille également. Il y a donc là une universalité de la problématique qui remet tel quel le projet de la deuxième rocade sur les rails. Sauf que 85% des gens qui sont sur la rocade le matin et qui bloquent, et nous bloquons tous quand on va au travail en voiture, c'est des gens qui vont au travail et c'est pas le transit. Toulouse n'est pas touché comme d'autres métropoles françaises par les camions qui descendent d'Europe pour aller en Europe du Sud. C'est pas le même souci à Toulouse. Alors c'est pour ça que si vous n'avez pas encore tranché, est-ce qu'on veut s'attaquer au quotidien ou au transit? Si vous n'avez pas tranché ça, je ne comprends pas bien du coup de quoi on parle. Alors vous avez répété mes questions pour dire que c'est à Jean-Luc Moudin qui d'y répondre. Mais c'est vrai, on n'a même pas de piste générale du élément de réponse quand même. Rémi, dans une récente interview au journal toulousain, Jean-Luc Moudin a parlé plus du transit que du reste. Il a dit que sur la question du financement, les Toulousains ne paieraient pas sur leur fiscalité, mais qu'il y aurait un système de péage pour financer l'opération. Mais c'est minime le transit qui bloque la rocade. Non, mais le transit est minime, mais il suffit de quelques pourcentages de réduction du trafic pour le refluidifier. Et ça n'est pas négligeable en termes de fonctionnalité. Il est évident que la deuxième rocade ne résout pas tout, mais c'est quand même une nécessité, c'est quand même un élément capital à remettre sur l'ouvrage dès maintenant. Les Toulousains n'attendront pas ça. C'est en plus, même si je choque en disant ça, c'est un facteur structurant. C'est un facteur qui permet aux entreprises, aux agglomérations de s'agréger autour et de ce facteur structurant de l'espace. Mais avec, juste, et je finis sur ça, dans la période où on est, où
les experts notent qu'il y a une crise écologique qui met en danger l'écosystème humain et la viabilité de l'écosystème pour les prochaines générations, avec plus quotidiennement et pour les gens le prix de l'essence qui a explosé. Est-ce que de remettre la voiture au centre des propositions pour décongestionner les transports au quotidien, est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que même si vous dites que vous êtes aussi pour certains projets, certains plans de développement des transports en commun, vous faites un choix politique, c'est-à-dire de mettre sur le premier plan ce projet de deuxième rocade. Est-ce que là on n'est pas face à un choix Ce que je dis, c'est que nous ne bannissons aucun moyen de transport. Nous ne bannissons pas les transports en commun, loin s'en faut. Nous les avons développés et nous les développons, mais nous ne bannissons pas la voiture. Mais vous donnez priorité à la voiture. Ensuite, on ne donne pas priorité à la voiture. On va être pragmatique. Nous allons être pragmatiques. Nous allons faire en sorte que les trajets et les trajets critiques, qui sont ceux du matin, qui sont ceux du soir, puissent voir leur temps diminuer. Parce que si on fait ça, effectivement, comme vous le dites, vous soulignez un problème qui est un problème de santé publique. Ce que vous dites, c'est qu'il y a de la pollution qui vient de la voiture et que cette pollution, eh bien, plus il y aura de voitures, plus il y aura de pollution. Alors, c'est une vision à court terme qui est sûrement vraie, mais qui est beaucoup moins vraie à moyen et à long terme. Et je suis sûr que, regardez déjà le parcours qui a été effectué pour réduire les émissions de voitures, elles sont quand même très nettement moins polluantes maintenant. Et ce cursus-là, ce curseur-là même, va continuer, va poursuivre dans 30 ans. Je pense que les voitures ne le seront plus. Donc, si on voit un peu loin et un peu à terme, je crois que cette question de santé publique qui est exacte pour l'instant et dont il faut tenir compte pour l'instant est une question qui va devenir secondaire. Et c'est là que nous verrons d'ailleurs, c'est pour ça que nous, ce que nous disons, c'est que le débat il est plus idéologique que réellement un débat de santé publique. C'est que je suis convaincu, mais ça c'est l'avenir qui le dira, que même quand les problèmes de la pollution de la voiture seront résolus, nos adversaires seront toujours contre l'utilisation de la voiture sur l'espace public. On passe au chapitre de la sécurité. Messieurs, Johan, première question sur la sécurité. Oui, François, je voulais peut-être ajouter quelque chose. Non, ouais, enfin, on n'a pas. Donc, sur les transports, on a parlé de deuxième rocade, mais on peut parler aussi métro, pardon de le dire. Alors, si vous permettez, quand même, hein, c'est pour terminer, vous m'avez entraîné, je fais de bon gré sur la deuxième rocade, qui est un aspect des problèmes. Mais quand même, lorsqu'on regarde les transports en commun, puisque il faut parler des transports en commun, et nous allons nous y attaquer, nous continuerons à nous attaquer à cette question-là. Donc sur le métro, qu'est-ce qui se passe? Sur le métro, vous avez déclaré vouloir réouvrir tous les dossiers. Mais bien entendu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, lorsque il y a 10 tickets qui sont achetés de transport à Tisséo, il y en a 7 qui sont pour prendre le métro. Les Toulousains plébiscitent le métro. Les Toulousains plébiscitent le métro. Le métro, ça va vite, c'est efficace, c'est propre, ça marche bien. 200 000 voyages par jour sur la ligne B, 220 000 sur la ligne A qui est saturée. Donc oui, notre idée, c'est et c'est l'idée que pilote Jean-Luc Moudenc avec, j'allais dire même véhémence, c'est de tirer parti au maximum de l'existant, tirer parti du métro. La ligne A n'est pas utilisée à fond. La Beige, il faut s'occuper de la Beige. On ne va pas faire un BHNS à l'Ardenne alors qu'on peut rabattre sur Basso-Cambo à travers un site propre. BHNS aussi, les choses, et on ne va pas défigurer l'Ardenne ni l'avenue Étienne Billière avec ce système-là. On va tirer parti au mieux des investissements qui ont été faits et que les Toulousains plébiscitent. Le métro, ça marche, ça va vite, c'est 80 km/h et c'est efficace. On sent François Chollet emporté sur la question des transports. Sécurité, Johan. Oui, alors on va toucher là à la thématique qui est sans nul doute le plus grand échec de Pierre Cohen et de ses petits amis, donc la sécurité. Preuve s'il en est l'absence totale, à part dans quelques médias, de l'adjoint à la sécurité qui vient juste distiller la bonne parole. On l'avait il y a 15 jours auprès de Thomas Simonian, mais qu'on ne voit jamais ni dans la rue, ni auprès des Toulousains qui pourtant ont des questions à lui poser. Les Verts et la gauche sont d'ailleurs comptables du bilan de Pierre Cohen en matière de sécurité. Toulouse est une des grandes villes qui n'a pas fait le choix de la vidéoprotection dans ces dernières années. Les effectifs de la police municipale sont trop faibles. On le sait, la situation est compliquée. Jean-Luc Moudenc a décidé de faire de la sécurité sa priorité, et il a raison, puisque moi qui fais le porte-à-porte pour Jean-Luc Moudenc avec Laurence Harribagé, c'est la première priorité des Toulousains. Il ne parle que de ça. Dans tous les quartiers de Toulouse, c'est le mot qui revient tout le temps, le manque de sécurité dans cette ville.
Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les engagements de la liste droite, centre-droit, société civile que mènera Jean-Luc Moudenc aux prochaines élections en matière de sécurité? Alors, vous avez dit que c'était une priorité de Jean-Luc Moudenc, et évidemment que c'est une priorité, c'est la priorité de Jean-Luc Moudenc. Il l'a dit, il l'a redit, et j'allais dire que ce sera la priorité des gens qui seront avec lui sur cette liste. Quelques éléments de réflexion sur la sécurité. Donc, les plaintes sont fortes de la part, j'allais dire, de toutes les catégories de population. Un exemple. Même les jeunes aujourd'hui nous disent attention, il y a des problèmes. En 2008, on n'avait pas ça. Les jeunes, quand on a fait la campagne 2008, il n'y avait pas cette plainte-là. Aujourd'hui, la plainte est diffuse. Les agressions existent, les braquages existent, donc la sécurité, c'est une vraie préoccupation. Deux mots là-dessus, sur ça, c'est le contexte. Après, il y a... Attendez, François Chollet, parce que la réponse de Jean-Pierre Avin, puisque Johan le signalait, on l'a eu il y a 15 jours en interview, c'est de dire qu'on n'est pas Marseille, qu'on n'est pas dans le Bronx, et qu'il y a aussi un peu de fantasme dans la question de la sécurité, et que c'est amplifié par ce qui se dit au niveau national, etc. Mais que Toulouse n'a pas forcément de statistiques aussi alarmantes que dans d'autres agglomérations. Alors je crois que c'est pas Marseille, là vous avez raison. Par contre, le sentiment d'insécurité et l'insécurité sont tous les deux très forts, puisque vous distinguez les deux, le sentiment d'insécurité, c'est vrai. Mais sentiment d'insécurité, c'est un facteur d'insécurité quand même aussi. Ça n'est pas à négliger. On traite le sentiment d'insécurité. Et quelques éléments de réflexion là-dessus. D'abord, la vidéoprotection. Vidéoprotection, oui. Nous allons, sous la direction de Jean-Luc Moudenc, mettre en place un système de vidéoprotection sur l'espace public. Ce n'est pas 6 caméras qu'il nous faut, ce n'est pas exactement, et c'est pas encore complètement déterminé le nombre de caméras qu'il faudra, mais il faut mettre en place un système de vidéoprotection sur l'espace public. La vidéoprotection, c'est un outil. C'est pas tout la vidéoprotection, mais c'est un outil qui sert à identifier les personnes, qui sont suspectes d'avoir commis un délit ou un crime sur la voie publique. Et en ça, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement important. J'ai vu Nicolas noter des choses de suite. Je boue un peu. Moi, c'est les chiffres qu'il me faut. Il me faut des données. Il me faut des données. C'est que l'insécurité, le sentiment d'insécurité, faire de la politique sur le sentiment d'insécurité, je trouve ça, plus qu'être compliqué, je trouve ça dangereux. C'est-à-dire que faire une politique pour la sécurité de tous, je trouve ça très bien. C'est-à-dire, qui plus est, parce que c'est dans les quartiers populaires où on souffre le plus de l'insécurité, c'est les gens les plus pauvres qui souffrent le plus de l'insécurité, il n'y a aucun problème à combattre l'insécurité. Là où ça me dérange, c'est quand on joue sur des peurs, et j'ai l'impression, là on parle des transports, on parle de la sécurité, il ne manquerait plus que les impôts, on a la Sainte Trinité, on a, bah oui, j'ai plus peur, je passe plus de temps dans les voitures, je paye trop d'impôts. Et au pire, si c'est pas moi qui me suis fait agresser, c'est mon copain qui s'est fait agresser, c'est mon copain qui passe trop de temps dans les voitures, c'est mon copain qui passe trop d'impôts, qui paie trop d'impôts. Aujourd'hui, on est sur quelque chose où on ne parle pas des réalités. Pour les transports, on n'a pas eu de chiffres, on n'a pas eu de données, on n'a rien eu. Sur l'insécurité, on n'a pas de chiffres, on n'a que des sentiments d'insécurité, on a des vidéos, de la vidéosurveillance. Très bien la vidéosurveillance. Pourquoi? Quels outils ne fonctionnent, quels outils ne fonctionnent pas actuellement? Voilà, moi c'est ça que j'ai envie d'entendre. Parce que le sentiment d'insécurité, à force d'agiter ce chiffon de sentiment d'insécurité, il va se passer que dans des grandes villes de France, c'est le Front National qui va l'emporter. Et peut-être... Au plus grand bonheur de la gauche, oui. Ça. Oui, bah oui. Bah ouais. Et à mon plus grand bonheur, je suis quelqu'un de gauche, je serais heureux quand Marine Le Pen sera au gouvernement, tu peux même pas imaginer. Et peut-être... Bah peut-être, ouais. Enfin, c'est en refusant cette réalité qui sait, peut-être qu'elle prendra Pelletier à l'intérieur. Dans certaines... C'est vrai, mais c'est jamais. Dans certaines rues de Toulouse... Messieurs, on va laisser répondre François Chollet. Si je peux répondre... J'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'insécurité. Messieurs, je parle du sentiment d'insécurité, c'est dangereux. Johan et Nicolas. C'est dangereux. Même si ça vous choque, moi je pense qu'il y a une insécurité dans cette ville, qui est une insécurité qui a grandi au cours des dernières années. Ce que je vous disais sur le sentiment d'insécurité, c'est que c'est un indicateur qui a ses limites, évidemment. Bien évidemment qu'on ne fait pas une politique sur un sentiment d'insécurité, on ne fait pas une politique populiste.
C'est pas ça la question. Mais les témoignages existent, les témoignages sont multiples. Les commerces à risque. L'autre jour, dans un débat télévisé, je crois qu'il y a un bijoutier qui a clairement exprimé quand même les difficultés qui étaient les siennes. J'écoute les parents qui voient les ados sortir le soir et qui hésitent à les faire sortir au centre-ville parce qu'il y a là aussi des témoignages, il y a des observations, il y a des faits qui sont relatés par la police, par la presse, que vous, journalistes, vous relatez. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas d'insécurité propre aujourd'hui à Toulouse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle existe. Alors pour la traiter, et donc il ne s'agit pas de faire, encore une fois, une politique populiste. Il s'agit de prendre des problèmes de façon pragmatique et à bras le corps. Et moi, ce que je vous dis, et c'est là que l'engagement de Jean-Luc Moudenc est important, c'est que faire une politique de sécurité, ça implique le maire. Ça implique une attitude volontariste. Ça implique de mouiller la chemise. Ça implique d'aller la chercher avec les dents, la sécurité. Le maire, s'il ne donne pas l'impulsion, avec les pouvoirs qu'il a, la présidence du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, ça ne marche pas. Une politique de sécurité, ça marche avec un maire qui s'engage pour la sécurité. Et moi, j'ai confiance dans la liste dans laquelle je suis engagé, parce que je sais que la tête de liste s'engagera dans ce sens. On va laisser la parole à Rémi, qui, il faut le dire dans le privé, est consultant sur toutes les questions qui touchent à la sécurité publique. Oui, Rémi. enfin, je suis consultant, je bosse d'abord pour une collectivité territoriale, une mairie, donc je travaille dans l'intérêt général et sur les questions de sécurité, de prévention de délinquance. Vous êtes un homme de science, vous êtes un médecin, donc vous accordez, j'imagine, et à la fois de l'attachement et à la fois une rigueur professionnelle à la méthodologie et à autre chose des témoignages, des on-dit, les journalistes le relatent, et vous savez très bien également que dans les problèmes de santé publique, il ne faut pas toujours se fier aux peurs populaires et aux peurs sociales. Je nie pas qu'il y ait des soucis de sécurité dans nos sociétés, mais je trouve affligeant et je trouve malhonnête intellectuellement de dire que Toulouse est particulièrement touchée, ou que Toulouse va plus mal qu'ailleurs, ou que ces 6 dernières années sont pires que les 6 d'avant. Vous savez très bien que c'est faux, et si vous ne le savez pas, je vous ferai passer à la fin de l'interview une bibliographie de sociologues et de chercheurs scientifiques, comme vous l'êtes, qui ont fait des études sur des chiffres, et des chiffres à grande échelle, qui montrent qu'on est dans des sociétés qui n'ont jamais été aussi peu violentes. Le sentiment d'insécurité, c'est une réalité sociale dont les pouvoirs publics doivent s'occuper. Ça n'est pas parce que c'est une peur qui parfois n'est pas forcément étayée par des chiffres qu'il ne faut pas s'en occuper, je suis d'accord avec vous. Une peur, c'est un problème politique. Donc les pouvoirs politiques doivent rassurer les citoyens et doivent répondre à des problèmes concrets. Le fait est que sur l'agglomération et sur le département, il n'y a pas une hausse vertigineuse des chiffres depuis que M. Cohen est maire de Toulouse. Et sur l'agglomération et sur Toulouse, les chiffres qui sont donnés par la préfecture au fil des années ne sont pas, comme vous dites, en augmentation forte, et même le taux de criminalité est plutôt stable sur les 6 dernières années. J'ai hâte, si un jour vous êtes élu, de comparer les chiffres, on se redonnera rendez-vous, et j'espère que M. Moudenc, en armant ses policiers municipaux, en doublant les effectifs et en les faisant travailler jusqu'à 6 heures avec des caméras à tous les coins de rue, j'espère pour vous que l'insécurité aura beaucoup diminué, parce que tout l'investissement que vous mettez dans ces verbiages et dans ces dépenses de moyens et de deniers publics, je trouve ça complètement démesuré par rapport à la réalité du territoire. Et il faut aussi souligner que le bilan de la majorité sur les problèmes d'insécurité, pour un maire socialiste, est plutôt bon, parce qu'on a le zozo de Lyon, Gérard Collomb, qui a fait une politique de droite qui ne sert à rien. Le zozo de Lyon, on lui enverra le terme. Pierre Cohen, et notez-le parce que je ne vais pas beaucoup lui faire de compliments en cette année électorale, Pierre Cohen a mis en place une police de proximité, quelque chose de très audacieux, avec un système d'îlotage, avec l'Office de la tranquillité, qui est une véritable politique d'intérêt général. Si c'était moi, j'aurais mis encore plus de moyens et j'aurais peut-être poussé certaines dispositions. Mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. C'est une vraie politique de prévention et de sécurité au service de l'intérêt général et des citoyens. Et juste pour finir, encore une fois, sur tout ce qui est chiffres et rigueur méthodologique et méthodologie scientifique, vous ne faites que répéter que la vidéosurveillance n'est qu'un outil. On a compris que vous ne voulez pas faire uniquement la vidéosurveillance pour votre politique de sécurité. Mais là, c'est pareil, les scientifiques sérieux qui ont fait des études à grande échelle sur l'impact de la vidéosurveillance, à la fois sur la commission des infractions,
à la fois sur l'élucidation et à la fois pour rassurer la population. Sur ces 3 critères-là, tous les scientifiques rigoureux et sérieux, que vous n'avez certainement pas lu, ont dit que c'était beaucoup trop cher et qu'il y avait très peu d'impact. Et même les Anglais à Londres, qui ont été les précurseurs il y a quelques dizaines d'années, ils commencent à compter en disant ça nous coûte beaucoup trop cher. Rémi, et finalement, on ça va ne résout peut-être pas le problème. Non, mais après ce brillant plaidoyer, on va laisser la parole. Surtout qu'en deuxième partie, je voulais faire un compliment envers M. Chollet, qui est un homme, pour moi, plutôt éclairé par rapport à la mode qu'il y a à l'UMP ces derniers temps, qui par exemple s'est prononcé pour l'ouverture de salles de shoot, ce qui est dans un souci de santé publique quelque chose de plutôt intelligent. Et ça m'embête qu'un scientifique ne regarde pas les études scientifiques pour appuyer ses décisions et ses propositions. Alors, écoutez, je vais répondre très volontiers à ce que vous dites. D'abord, en matière de vidéoprotection, je pense que les arguments que nous avons pour la vidéoprotection ne manquent pas quand même. Et je crois que c'est vraiment, et on ne va pas rester que là-dessus, parce que je voudrais parler police, je voudrais parler maire de quartier aussi, je voudrais parler de proximité. Vite, parce que... Vous avez par exemple le rapport Mazars 2009, qui est commandé par la municipalité, qui se félicite des 1200 cas résolus par la vidéoprotection. Ce sont des cas en plus ou en moins, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais qui ont été résolus. Vous avez quelques articles, alors ce sont des articles de journaux, pardon pour les journalistes, mais avant de venir, j'ai vu La Dépêche, 16 février 2011. Si on regarde cet article, 30 cas résolus avec seulement 6 caméras ou 4 C'est pas scientifique, ça. C'est journalistique. Ah pardon. Justement, c'est là que laissez-moi terminer et on y vient. Même chose sur le Figaro qui, un an avant, égrène une quinzaine de villes. À partir du moment, la science, elle est faite d'observation. Si vous m'entraînez sur ce terrain-là, la France et la science, pardon, pas la France, mais la science est faite d'observation. C'est à partir d'observations médicales qu'on déduit un diagnostic et qu'on propose un traitement. Ce sont ces observations qui ont de la valeur. Et nier les observations, comme vous le faites, qui sont des observations qui viennent de toutes les municipalités de droite et de gauche, vous l'avez dit vous-même, sur la capacité de ces outils à identifier des personnes, oui. Et je crois que... Mais quand un traitement ne marche pas, vous le docteur Chollet, quand vous prescrivez un traitement à un patient et que ça ne marche pas... Absolument, et il faut savoir le changer. Par contre, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, eh bien non, vous n'en avez pas la preuve. Et vous n'avez pas amené les études. Alors, Rémi, vous expliquez alors pourquoi Manuel Valls incite à la vidéosurveillance, est prêt même à soutenir, il l'a dit, presque financièrement les mairies qui veulent le faire, et en plus, dans sa vie à lui, il l'a fait et apparemment les statistiques lui ont donné raison. Mais malheureusement c'est une erreur parce que sur les études scientifiques qui se basent sur du moyen terme et sur des échantillons suffisamment représentatifs, il n'y a aucun effet qui est prouvé au regard des moyens dépensés, des millions dépensés. Mais c'est toujours pareil, lorsqu'on s'adresse, si vous dites la vidéo, je ne suis pas certain que la vidéoprotection fasse diminuer globalement la criminalité en France. Peut-être, mais il n'empêche que les témoignages nous disent qu'il y a des affaires qui ont été résolues. Ça, c'est imparable. C'est une réalité. Elles ont été résolues par la vidéoprotection. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Je peux me permettre de continuer un tout petit peu. La police municipale... Une minute, François Chollet. Justement, la police municipale. Oui, la police municipale, c'est important. Il faut qu'elle soit visible, il faut qu'elle sera doublée. Jean-Luc Moudin l'a dit. Il faut qu'elle travaille la nuit. Aussi, mais bien entendu qu'il faut qu'elle travaille la nuit. Et armée. Elle sera armée là aussi. Et pourquoi la police municipale? Mais c'est un facteur de dissuasion, c'est un facteur d'équilibre. Pourquoi pas la police nationale? Ah oui, parce que le gouvernement Sarkozy a supprimé des milliers de postes de policiers nationaux. Et alors par contre, puisque vous parlez justement de la police nationale, effectivement, il y a une complémentarité à faire entre la police municipale et la police nationale. Mais il n'y a pas d'un côté les gens qui travaillent le jour et qui mettent des PV, et puis les autres qui travaillent toute la journée. Non, c'est complémentaire. Je crois qu'il faut les déployer, il faut les augmenter, et il faut leur permettre de travailler la nuit. Je ne comprends pas la proposition d'ailleurs de... Tout simplement, l'armement de la police municipale, c'est Jean-Luc Moudin d'ailleurs qui l'avait fait, ça leur donne la capacité d'être présents à des moments et à des endroits difficiles. C'est un facteur. C'est pas le rôle de la police nationale. On n'a pas. Oui, mais c'est aussi le rôle de la. Mais le fait d'avoir un policier municipal
armé dans une situation difficile à 1h du matin, c'est un élément dissuasif. Quand il n'est pas armé, il se fait casser le S'il y avait plus de policiers nationaux, il n'y aurait pas besoin de policiers municipaux armés. Je veux terminer, si vous le permettez, parce que c'est un débat qui est important. Je pense que, et ça vous l'avez dit, il y a derrière de la prévention. Bien sûr qu'il y a de la prévention, bien sûr qu'il y a de la proximité, bien sûr qu'il y a de l'humain, bien sûr que les maires de quartier, nous les remettrons dans ce sens-là, pour créer du lien avec les gens, parce que c'est un interlocuteur qui est capable de mettre les gens autour de la table en association avec le maire de Toulouse. Messieurs, on clôt ce sujet de la sécurité et on se retrouve tous ensemble, après avoir pris un peu d'eau, on se retrouve tous ensemble pour une deuxième partie. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain, sur les ondes de Radio Axe Sud, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce Zoom sur l'actu avec François Chollet comme invité, colistier de Jean-Luc Moudenc pour les élections municipales toulousaines. Nous sommes toujours avec nos chroniqueurs Yoann Rovita, Rémi Vincent et Nicolas Laforgue. Nous enchaînons avec la dernière ligne droite et nous allons nous centrer sur l'élection municipale. Alors François Chollet, il y a un invité qu'on n'attendait pas forcément à Toulouse, c'est le Front National. Vous vous attendiez à un Front National qui monte comme ça dans les sondages? Premier sondage à 4%, deuxième à 9%, troisième à 10%. Je crois que c'est une poussée qui est indéniable. Et c'est vrai qu'elle pose problème. Il faut essayer de voir ce qu'elle exprime. Elle exprime, c'est vrai, je pense, une exaspération. Elle exprime, je pense, une forme de ras-le-bol. Elle exprime une forme de défiance aussi vis-à-vis de la classe politique en général, j'allais dire. Je pense que les gens ont du mal maintenant à avoir confiance dans leurs élus, dans les représentants politiques. Et il y a là donc un climat qui est un climat que je regrette profondément, qui est un climat délétère et qui aboutit à la montée des extrêmes. Mais le vrai malaise, François Chollet, ne vient-il pas, j'allais dire, de la classe politique elle-même? Parce que le discours que vous venez de tenir, je l'entendais déjà quand j'étais petit, que je regardais François Mitterrand à la télévision. J'entendais déjà les électeurs du Front National, c'est de l'exaspération, etc. Mais on voit qu'avec le temps, ça monte, ça monte, ça monte, et qu'on n'arrive pas à juguler quand même cette montée. Vous avez probablement raison. Simplement, lorsqu'on parle de classe politique, je pense qu'il faut être net là-dessus. La classe politique, c'est la classe politique qui a, à travers les instances démocratiques, permis de maintenir la liberté dans ce pays depuis des temps et des décennies. C'est la classe politique qui a construit l'Europe et l'espace de paix qu'elle représente depuis des années sur l'hémisphère nord. C'est la classe politique qui a organisé le développement des villes, qui a organisé les gains en matière de santé, les gains en matière de développement que nous avons eus. Donc je trouve qu'on est sévère vis-à-vis de la classe politique, et surtout que j'allais dire, la classe politique, c'est quoi? C'est des conseillers municipaux, ce sont des conseillers généraux qui, pour 99%, donnent leur temps, donnent leur énergie au service public et qui ont une bonne volonté à laquelle on devrait, je trouve, un peu plus rendre grâce. Ceci dit, ouais, vous avez sûrement raison, la classe politique a très probablement à réfléchir sur elle-même et sur ses engagements. Et sur la façon, non seulement dont elle est perçue, mais probablement dont elle agit aussi. Nicolas, une question sur le Front National? Oui, c'était plus un... Je ne suis pas d'accord avec le diagnostic. Pour les raisons de la montée du Front National, ce vote de contestation, de protestation. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait se faire injure à un électorat que de penser qu'ils sont là juste en protestation. Je pense que le terreau raciste est important dans ce pays, que la situation est bien plus critique que ce que l'on veut bien imaginer, et qu'aujourd'hui l'électorat Front National et le Front National reposent sur des valeurs qui pour moi sont ennemies de la République, mais c'est des valeurs qui sont partagées par une très large partie de leur électorat. On ne prend pas assez en compte, je pense, les déferlements racistes au quotidien, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui le terreau d'une infamie quotidienne, quoi. Quand on voit aujourd'hui
le résultat de la politique pour le mariage pour tous de Mme Taubira, les souffrances qu'elle endure aujourd'hui, les injures publiques, et aujourd'hui, qui s'indigne? Oui, la classe politique s'indigne, la classe politique dit oui, c'est pas bien, mais les gens, regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur les commentaires. Je suis allé voir sur la Dépêche, c'est pas la Dépêche, c'est pas non plus... C'est chez nous, c'est ici. Les commentaires qui sont nauséabonds. Aujourd'hui, la France est raciste. Et il faut le combattre. Et tant qu'on dira c'est un vote de protestation, on ne combattra pas ce terreau, et le Front National montera jusqu'à, pour moi, le drame. François Chollet. Sur ce thème-là, on est vraiment au cœur d'un problème très, très important. Moi, je ne crois pas, à la différence de vous, que la majorité des Français soient racistes. Je ne le crois pas. Je crois que cette République a été basée sur des valeurs qui sont autres. Elle s'est construite, elle a assimilé, elle a grandi au fil des décennies en dehors de ce phénomène. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Qu'il y ait des relents et qu'il y ait de façon minoritaire et peut-être pas très loin de racisme, je suis assez d'accord avec vous là-dessus, mais je pense qu'il faut le combattre férocement. Il faut le combattre sans vergogne. Il n'y a pas de place pour le racisme aujourd'hui. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, la République nous en protège. Il y a des lois contre ça. Et, pardon de le dire, mais je ne crois pas, à l'inverse de vous, que les électeurs du Front National soient tous racistes. C'est pas vrai. Ça, c'est tous racistes. Enfin, vous avez dit que la majorité... il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie de racistes qui votent Front National. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut combattre, et que nous combattons, et que nous combattrons avec d'autres là-dessus. Par contre, je reviens sur l'analyse qui était la même. Je pense qu'il y a une exaspération, je pense qu'il y a des difficultés, je pense qu'il y a une galère dans différentes classes de la société, et dans toutes les classes de la société d'ailleurs, pratiquement, à des niveaux différents, et je pense que ce terreau-là, de l'exaspération, est un terreau qui est propice au développement des extrêmes. Rémi, sur cette montée du Front National qu'on n'attendait pas forcément au municipal toulousaine. Au municipal, je ne sais pas si on l'attendait, c'est toujours compliqué de faire des pronostics. Toulouse était traditionnellement pour le moins protégée. Traditionnellement, Toulouse, on va dire, a une culture anti-raciste et anti-extrême droite. Je ne suis pas certain que le FN fasse un gros score à Toulouse. C'est les sondages, je ne suis pas certain que ça se joue sur ça. Non, tous les électeurs du Front National ne sont pas racistes, par contre tous les racistes votent Front National. Ça c'est un point commun qu'ils ont. En général, ils ne se tournent pas vers quelqu'un d'autre que la dynastie Le Pen. Je pense que le Front National, sa montée était mécanique. On est dans une crise et des institutions républicaines et une crise financière qui correspond à une crise du capitalisme, comme il en a connu longtemps, qui est en train de s'ajuster ou qui va tomber. Et le problème, c'est que le chômage augmente et que la plupart des gens n'ont rien à bouffer à partir du 15 du mois. Et ça, le force est de constater que les dernières alternances des 10 ou 15 dernières années, des 20 dernières années, depuis le début de cette grande crise qui est structurelle et qui n'a pas... le summum, c'était 2008, mais... Donc là, tu rejoins l'analyse de François Chollet, là. Moi, je rejoins l'analyse de François Chollet sur le fait que la situation économique et le terrain désastreux social-économique, les conditions de vie des gens, est le terreau de la montée du fascisme et, en l'occurrence, du Front National en France. Cependant, j'estime que l'UMP, comme le Parti Socialiste, qui aujourd'hui mène une politique qui est libérale et qui ne résout en rien les problèmes structurels de chômage, ont une grande part de responsabilité là-dedans, car ils alternent, un coup c'est toi, un coup c'est moi, et au final, les gens ne voient pas de grande différence. Alors évidemment, je préfère François Hollande président que Nicolas Sarkozy, pour des avancées qui, on va dire, sociétales, ou alors du vernis sur certaines choses. Le fait est que, structurellement et économiquement, il n'y a pas eu de réorientation. Et je pense aussi que le vote Front National est un vote
de dégoût vis-à-vis de ce que nous impose l'Europe et l'Union européenne. Sur ce point-là, le PS et l'UMP sont quasiment sur la même ligne, sur une Union européenne fédérale. Mais par contre, ton parti est un peu sur la même ligne que Marine Le Pen, sur la question européenne. Le seul point commun qu'il y a, c'est dans les verbes, c'est-à-dire que nous sommes, protectionnisme, contre cette Union européenne-là. Sur notre projet d'Union européenne et celui de Marine Le Pen, il n'y a aucun rapport. Nous sommes pour une Europe des peuples, une alliance entre les États européens. Nous sommes contre l'Union européenne fédérale, tandis que Marine Le Pen est nationaliste et elle veut un repli des nations sur leurs identités. Donc, juste pour conclure sur ça, je pense que la montée du Front National, on va pas bâcher le Front National en allant sur son terrain et en essayant d'avoir les meilleures réponses aux soucis des Français sur l'islam et sur l'immigration. Je pense que l'UMP a fait une grosse erreur en levant cette digue-là, c'est-à-dire d'aller proposer et d'essayer d'être plus raisonnable que le Front National sur la question de l'immigration et de l'islam. Je pense que pour contrer le Front National, il aurait fallu que ce qui restait de sociaux dans la droite et toute la gauche refuse de dire que l'immigration et l'islam sont un quelconque problème et lutte contre le chômage. Et ma question, je pose une question pour mettre en valeur l'invité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Merci Rémi Vincent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'immigration et ou l'islam sont des problèmes pour la France en termes d'insécurité ou d'identité et pour Toulouse? Mais voilà, est-ce que pour vous, l'immigration et l'islam représentent une menace pour la France? Alors, d'abord, c'est vrai que sur un plan strictement électoral, le Front National, voyons bien ce qui va se passer pour les élections municipales, si vous permettez, sur une minute. La loi électorale dit que les partis qui font plus de 10%... Des suffrages exprimés. Des suffrages exprimés sont susceptibles de rester au deuxième tour. Ce qui fait une triangulaire. Ce qui fait, si le Front National est à plus de 10%, qu'il y aura une triangulaire, ce qui, pour nous, est délétère. Ah ben vous perdez s'il y a une triangulaire. Et délétère. Donc ça veut dire que notre attitude maintenant, c'est et c'est ce que je dis ce soir à votre antenne, de dire aux électeurs du Front National que, pour nous, voter Front National, et on peut le comprendre, on peut comprendre les aspirations, j'ai vu que vous étiez sensible également, pour nous, c'est voter Pierre Cohen. Et ça, c'est quelque chose que nous répétons, et notre travail, ce que nous allons essayer de faire, au cours des quelques mois qui nous séparent de l'élection, c'est de convaincre, un par un, les électeurs potentiels du Front National, que, en fait, si on veut vraiment qu'il y ait une politique qui soit une politique plus centrée sur les Toulousains, qu'il y ait des éléments en matière de transport, en matière de sécurité, en matière de circulation, je crois qu'il faut être efficace dès le premier tour. Alors ensuite, vous me posez une question qui était extrêmement importante, qui est la question de l'immigration et la question de l'islam. Est-ce que c'est un souci? Je ne vais pas, et je pense qu'il faut l'aborder, cette question-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci avec les religions, dans la mesure où la loi sur la laïcité de 1905 est là. Moi, je suis républicain, laïque, et j'adhère à cette loi. Elle est mise à mal, quand même, François Chollet, ces derniers temps. Elle est peut-être mise à mal, mais elle nous protège. Et c'est elle qui nous protège. Y compris les financements publics pour les écoles catholiques. Qui doit nous protéger pour... Elles sont sous contrat. Hein, ça, c'est complètement différent. Non, mais il y a des euros publics qui vont aux écoles catholiques. Elles sont sous contrat. C'est complètement différent. Hein, il y a des euros publics qui vont aux écoles catholiques. Il y a... c'est des établissements qui sont sous contrat. Ça n'a rien à voir. C'est dans l'histoire de France. C'est dans l'histoire du pays. C'est une petite brèche au principe de laïcité, quand même. Non, en tout cas, moi, je pense que cette question de la laïcité nous protège, je pense, et permet justement aux religions de s'exprimer en toute liberté dans la mesure où elles respectent, où la loi de la République est la loi première. Mais c'est pas ma question. Est-ce que parmi les religions, est-ce que pour vous l'islam est une religion particulièrement menaçante pour des intérêts français ou l'identité? Dans la mesure où l'islam accepte les lois de la République et la loi de 1905, absolument pas. Donc, et il n'y a pas de problème avec ça. Johan. Alors, vous déclariez en mars dernier, j'attends de Jean-Luc Moudin qu'il réalise maintenant l'union de nos forces qui fédère l'UMP, l'UDI et le MoDem. Ce ne sera pas simple et je l'y aiderai, car le bon casting pour gagner Toulouse c'est pas simple. réside dans cette alliance. Donc, au vu des dernières informations qu'on a, on a la candidate de l'UDI qui stagne à 3%, la municipalité sortante qui refuse un peu de s'expliquer sur son bilan, la gauche de la gauche qui encore aujourd'hui se déchire. C'est Jean-Luc Moudin qu'aujourd'hui qui clairement donne le rythme de la campagne municipale. Donc ma question est simple, est-ce que pour vous il a réalisé l'union?
Et quel est votre état d'esprit à 110 jours du premier tour des élections municipales? Alors écoutez, il me semble que il y a deux réponses à votre question. Une réponse qui est purement politique, et puis une réponse plus globale après. Jean-Luc Moudenc a engagé des discussions avec les partis politiques associés et susceptibles de le rejoindre sur la liste. Il y a la droite souverainiste, et puis il y a l'UDI, il y a, avec toutes ses composantes... L'extrême droite. Non. Il n'y a pas les amis de Villiers. C'est les souverainistes. C'est souverainiste. Ce que vient de dire François Chollet. Non. Et donc, l'UDI et le modèle. Ces discussions sont en cours. Je crois pouvoir vous dire aujourd'hui qu'elles sont très avancées. Et ce que je sais, c'est que Jean-Luc Moudenc s'est engagé à présenter sa liste début décembre. Donc nous sommes, alors à quelques jours près, hein, je ne me demande pas la date exacte, c'est lui qui maîtrise le calendrier exact. Et donc je pense que d'ici là, vous aurez un témoignage de sa capacité à rassembler. Et moi je vous dis aujourd'hui que je suis très optimiste de ce côté-là. Donc ça veut dire que l'UDI va rejoindre Jean-Luc Moudenc? Ça veut dire que les accords politiques sont, à mon avis, prêts d'être avalisés et signés. Oui, proches d'être accomplis. Alors, le bilan Cohen, on est obligé d'en parler quand même, quand on parle des municipales. Alors on a parlé des transports, on a parlé de sécurité, mais quel est le bilan de manière générale que vous faites des années Cohen? D'abord, j'allais dire, la première remarque, c'est la politisation de la vie municipale. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît être à distance du vécu des Toulousains. Les Toulousains aiment et continueront d'aimer se reconnaître dans leurs représentants municipaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jean-Luc Moudenc a gardé, au-delà des partis, donc des partis politiques, une place pour moitié à la société civile sur sa liste. Je ne suis pas certain. C'est contesté, François Chollet. Je ne suis pas certain que ce soit le cas de nos adversaires. Qu'est-ce qui est contesté? La notion même de société civile. C'est-à-dire parce qu'il y a des candidats qui aujourd'hui, qui sont présentés comme membres de la société civile, mais qu'on a vu suppléants de candidats UMP au cantonal, ou candidats d'anciennes élections, ou adjoints dans d'autres villes. Non, je ne crois pas qu'il y ait les gens peuvent taper. Les gens sont issus de la société civile, il n'y a pas de Canada Dry. Vous me dites en fait c'est des Canada Dry, c'est des repris politiques. Je ne crois pas, vous interrogerez Jean-Luc et vous le verrez. Est-ce que dans ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, il en a présenté j'en ai vu qui ont été suppléants aux élections cantonales, j'en ai vu qui ont été adjoints dans d'autres villes, comme c'est le cas à Béziers. Non, mais attendez, là, et qu'on présente aujourd'hui comme société civile, voilà. Je crois que ce sont des gens qui n'ont jamais participé à une activité politique. Ce sont des gens qui ont probablement des opinions. D'ailleurs, ils ne rejoindraient pas s'ils n'avaient pas d'opinion. Mais ce sont des gens qui n'avaient pas la capacité de se présenter aux élections internes de l'UMP. Ce sont des gens donc, qui étaient en dehors des partis. Après, non, je ne crois pas que ce soit des candidats Canada Dry, comme vous voulez me faire dire ce soir, du tout. Messieurs, et je termine là-dessus, ça me paraît très important que cette ville puisse se reconnaître dans les colistiers qui entoureront le tête de liste de Jean-Luc Moudenc. Et je pense, moi, qu'ils s'y reconnaîtront. Messieurs, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission. Merci François Chollet d'avoir répondu aux questions de nos chroniqueurs. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux du Journal Toulousain, Facebook et Twitter, et que vous pouvez retrouver toutes les semaines les billets de nos chroniqueurs sur le site internet du Journal Toulousain. Au mois prochain, ciao.